Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous consacrons à un empire longtemps oublié, l'empire Tangut. Même s'il dura peu de temps, du XIe au XIIIe siècle, celui-ci a joué un rôle essentiel dans la diffusion du bouddhisme, à la fois dans sa forme chinoise et tibétaine. Les textes propres à cet empire, mais aussi les peintures retrouvées dans certaines grottes, permettent aujourd'hui de redécouvrir cette civilisation exceptionnelle. Alors quand et comment a-t-on pu la mettre à nouveau au jour? Quelle est la particularité de son écriture? Qu'est-ce que cela nous apprend sur le bouddhisme à cette époque, dans cette région particulière du monde? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée, Françoise Wangtoutin. Françoise Wangtoutin, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis une trentaine d'années. Vous êtes disciple et traductrice de votre maître, Gyabje Gosok Rinpoche. Et je précise que vous êtes par ailleurs directrice de recherche au CNRS. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçue. Alors, dites-nous en plus sur cet empire Tangut, et notamment les dates historiques. Comment est-ce qu'on peut délimiter son existence dans la durée ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un empire qui ne durera pas si longtemps, qui commence à apparaître à la fin du Xe siècle. Et en fait, on peut le contextualiser. En fait, c'est le moment où la Chine, le grand empire des Tang, éclate et se morcelle en différents royaumes. Et l'empire Tangut, c'est un de ces royaumes périphériques qui commence à apparaître très légèrement en 982, mais qui devient officiellement l'empire cet empire à partir de 1036. Et il va durer jusqu'en 1227. Il sera complètement écrasé par Gengis Khan. Et donc, effectivement, il a une durée de vie assez courte, mais pourtant, il y a une activité débordante dans cet empire. Et c'est pour ça que il m'a semblé important d'en parler. Alors, juste un petit mot. Pour les personnes qui sont plus du côté tibétain, Tangut, c'est un nom qu'on utilise essentiellement, qui est d'origine turco-mongole, mais qui est surtout utilisé par les chercheurs russes. Mais les Tibétains connaissent ce royaume sous le nom de Minyak. Donc pour les tibétologues ou personnes les Tibétains, c'est aussi un royaume qui est connu en tibétain. Et les Chinois l'appellent plus spécifiquement l'empire des Xia ou des Xia de l'Ouest, l'empire Xixia. Alors, on entend en vous écoutant qu'il s'agit en quelque sorte d'un empire tampon, entre guillemets. Où est-ce qu'il est situé précisément au niveau géographique? Alors, il est donc à la périphérie. Il se situe un petit peu au sud du grand désert de Gobi et un peu au nord du plateau tibétain. Donc, il fait vraiment le tampon entre on pourrait dire la Chine et également le Tibet. Mais il y a également un autre empire périphérique très important qu'on peut voir sur la carte, qui est l'empire des Liao et qui jouera un rôle important. En fait, la Chine est devenue un empire très petit. C'est la Chine des Song qui rétrécit considérablement. Il y a cet empire des Liao, il y a l'empire Tangut, il y a les Tibétains, il y a les Ouïghours, qui, je le précise, à cette époque, sont encore des populations bouddhistes. Donc, il y a tout un réseau de relations basé en grande partie sur le bouddhisme qui va s'établir entre ces différents royaumes. Alors, en ce qui concerne ce royaume Tangut, il a une position stratégique à la fois de tampon, mais également il occupe ce que l'on appelle le corridor du Reçi, c'est-à-dire c'est un long couloir entre le Gobi et le plateau tibétain, un long couloir qui en fait fait partie de la route de la soie. Donc au niveau commercial, ça implique beaucoup de choses. Ils ont une richesse très grande. C'est également par là que le bouddhisme est venu. C'est également par là que les Tibétains, lorsqu'ils ont conquis une partie de la Chine au 8e siècle, sont passés. Donc c'est vraiment un couloir très important de passage. Et les Tangut tiennent ce couloir. Donc ils ont un rôle très important, ils s'enrichissent très rapidement du fait du commerce, mais ils ont également un rôle en tant qu'intermédiaire passage entre deux grands univers, le tibétain et la Chine. Alors nous allons en parler un petit peu plus tard, mais déjà la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on a redécouvert cette civilisation, puisqu'effectivement elle n'a pas duré longtemps. Comment ça s'est passé? On avait quelques traces, quelques informations dans des annales dynastiques chinoises, mais pour l'ensemble, ça avait été complètement oublié. Et en fait, c'est à la fin du 19e siècle qu'on a retrouvé notamment une porte qui marque la route de la Mongolie, de Pékin vers la Mongolie. Ça s'appelle le site de Tuyongguan. C'est un site extrêmement magnifique qui date du XIVe siècle. Et sur les parois de cette passe, de ce monument magnifique, il y a des inscriptions en 6 écritures.
Et c'est assez connu en France parce que le prince Roland Bonaparte, en 1895, lors de ses voyages en Asie, il s'est arrêté devant cette passe et il a demandé à faire un estampage, c'est-à-dire la technique chinoise de coller du papier avec de l'encre, etc. Et cet estampage qui fait plus de 6 mètres de long, enfin, et 3-4 mètres de haut, je crois, a été très important parce qu'on a découvert cette écriture, l'écriture des Tangut, qu'on ne connaissait pas. Et qui est complètement atypique. Et qui est complètement atypique. Elle ressemble un peu à du chinois, mais avec beaucoup plus de traits. Alors, on a cherché un petit peu dans les annales, etc. On a par exemple ce Français, M. Maurice, qui à Pékin, en 1904, trouve dans un temple un manuscrit magnifique qui maintenant est conservé au musée Guimet, un Sutra du Lotus, sur fond noir copié à l'encre d'or et qui est en écriture sicya. Alors, on l'a conservé comme quelque chose de précieux, mais en fait, on était incapable de savoir ce que c'était. Et donc, en 1909, il y a une expédition menée par Kozlov, un militaire russe. C'était la Société de géographique de l'Empire russe. Ils partent en Asie centrale. C'est l'époque des grandes... on part dans l'Asie centrale à la recherche des empires disparus. Et il va trouver une ville qui s'appelle Karakoto, et avec un stupa et beaucoup de ruines, mais à l'intérieur de ces stupas et de ces ruines, des milliers de manuscrits et des documents et des peintures, etc. Et donc, ça va donner un élan à cette étude. On a trouvé surtout, et ça c'était le plus important, des documents bilingues en chinois et tangout, en tibétain et tangout. Et c'est ce qui a permis peu à peu d'arriver à déchiffrer cette écriture. Alors justement, que nous disent ces écritures par rapport au bouddhisme à la fois chinois et tibétain? Alors, les textes retrouvés sont essentiellement bouddhiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils étaient intéressés par le bouddhisme chinois. Et ils étaient intéressés aussi par le bouddhisme tibétain. Et dans un premier temps, c'est surtout le bouddhisme chinois qui a eu, on va dire, la priorité. Alors probablement pour des raisons de dévotion personnelle, ça c'est certain, mais il y avait également une question de légitimité. Et c'est ce qui a fait que les premiers empereurs ont cherché très très vite à traduire le canon bouddhique chinois en écriture, en langue tangout, avec cette écriture extrêmement particulière. Et puis, il faut savoir qu'on est au XIe siècle, donc le Tibet vient de sortir d'une période d'un petit peu de trou noir où le bouddhisme avait un petit peu été malmené. Mais à partir du XIe siècle, il y a une effervescence au Tibet. Et cette effervescence, eh bien, peu à peu, elle va gagner l'empire tangout. Et on retrouve dans cet empire tangout les dernières nouveautés, et même très fréquemment, des textes traduits en chinois ou en tangout, des textes tibétains qui actuellement sont perdus, dont on savait qu'ils existaient, mais qu'on a retrouvés ou en chinois ou en tangout. Donc c'est intéressant pour le bouddhisme tibétain, parce qu'on a en fait une vision de l'influence que le bouddhisme tibétain pouvait avoir sur un royaume périphérique. Mais c'est également intéressant pour le bouddhisme chinois parce que on voit comment on n'avait pas une tradition bouddhique uniforme, homogène, mais avec différents niveaux d'évolution. Et en fait, très curieusement, le bouddhisme chinois est passé par l'empire des Liao. Il s'est adapté à une certaine façon de voir le bouddhisme et de le pratiquer. Et c'est de là qu'il est repassé chez les Tangout, tout en ayant un contact avec le bouddhisme chinois. Donc on a une situation extrêmement complexe, mais avec une espèce de plateforme où les différentes traditions se rejoignent. Et donc elles cohabitaient bien. Elles cohabitaient très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur un même site à la fois des documents en chinois, des documents en tangout, des documents en tibétain, des peintures et également on sait qu'il y avait des Indiens là-bas, donc on a des peintures de style pala, des peintures un petit peu plus tibétaines, un peu plus chinoises. Et on sait, d'après les archives qu'on a retrouvées dans ces documents, qu'en fait la communauté monastique, ce qu'on appelle le Samga, elle était très cosmopolite. Elle était composée à la fois de Chinois, de Tangout, de Tibétains, d'Indiens et de Ouïghours, puisque les Ouïghours, je le répète, à cette époque, étaient encore des bouddhistes.
Et alors, qu'est-ce qu'on sait des maîtres spirituels? Alors, on sait qu'il y avait été très présents des maîtres de l'école Kagyupa. Et par exemple, on a des documents qui montrent comment il y a eu des contacts qui ont été pris avec le premier Karmapa du Sungyenpa pour qu'il envoie des maîtres. Et on a des représentations sur des tankas de maîtres. On voit très bien qu'ils appartiennent aux écoles Kagyupa. Mais on a également des documents de maîtres, par exemple d'Atisha, en tout cas des maîtres qui appartenaient à la tradition Kadampa. Et c'est intéressant de voir cette influence notamment de l'école Kagyupa, le fait qu'elle ait été extrêmement importante à cette époque dans l'Empire Tangut, parce que ça permet de recontextualiser l'importance du bouddhisme tibétain à l'époque mongole, dans l'Empire mongol. Oui, ce qui est rarement le cas en fait, on n'en parle pas toujours beaucoup. On en parle, mais d'une certaine façon, par rapport à certains textes ou archives ou livres historiques qui ont été compilés par la suite. Mais là, en fait, on s'aperçoit que les Mongols, certes, ont détruit cet empire Tangut, mais en fait, ils ont probablement essentiellement détruit au niveau économique. Il y a certainement eu des saccages dans la capitale, mais ils ont été assez intelligents pour ramener avec eux à la cour impériale, ou dans la partie dirigeante des Mongols, les érudits Tangut. Qui ont beaucoup œuvré, justement. Et qui ont beaucoup œuvré Ils ont donné, comment dire, un contexte pour la diffusion du bouddhisme tibétain à l'époque mongole. Et on en a une preuve très importante, c'est que, en fait, bien qu'ils aient détruit cet empire Tangut, les empereurs mongols ont repris toutes les planches à imprimer qui avaient été préparées lorsque l'ensemble du canon bouddhique, c'est plus de 108 volumes, enfin vous savez, c'est considérable. Il a été traduit en tangout, les planches à imprimer avaient été préparées, mais avec l'invasion mongole, ils n'avaient pas eu le temps d'imprimer véritablement le canon. Et ça a été fait dans le sud de la Chine, à Hangzhou, près de Shanghai, sous la direction des empereurs mongols. Donc c'est assez... c'est très fort comme image, c'est très fort. Ça montre à quel point ces tangouts ont joué un rôle très important dans la diffusion du bouddhisme dans l'empire mongol. Alors là, c'est l'héritage spirituel. Juste pour terminer, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement cet empire a disparu très brutalement. Est-ce qu'on a d'autres vestiges, je ne sais pas, archéologiques par exemple, qui nous donnent des traces? On a beaucoup de stupas qui maintenant, on a de plus en plus de découvertes qui sont faites avec de nouveaux textes, des peintures magnifiques. On a des peintures de Chakrasamvara, de Vajravarahi, de Vajrayogini, mais on a également des peintures chinoises de l'accueil du Bouddha Amitabha pour les personnes défuntes. On a des statues également, et on a aussi une partie des textes qui concernent la vie, on va dire, laïque, la façon dont la société fonctionnait à cette époque. Alors c'est une science, on va dire la tangutologie, la recherche sur cet empire tangout qui est en plein développement, notamment en Russie et en Chine. En France, pour l'instant, on est un petit peu en retard, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Eh bien, vous viendrez nous raconter tout ça, Françoise Wang-Toutain. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. En complément de cette émission, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, le livre de notre invitée Françoise Wang-Toutain avec Bouddha aux éditions Entrelacs. Vous retrouverez ici une présentation de la sagesse du Bouddha dans ce qu'elle a d'éternel, dans sa profondeur et son dynamisme, à travers différents chapitres, comme ceux consacrés à ses premiers enseignements, la nature du Bouddha ou encore la compassion. Histoire du bouddhisme en Chine de Kenneth Chen aux éditions Les Belles Lettres, ainsi que Par-delà les montagnes célestes, un voyage sur les traces de Xuanzang, le moine pèlerin, de Michi Saran aux éditions Noir sur Blanc. Au 7e siècle, ce moine se met en route pour l'Inde afin d'étudier la philosophie bouddhiste chez les maîtres indiens. 18 ans plus tard, après un périple de 6000 km le long de la route de la soie, il revient en Chine avec de nombreux textes sacrés qu'il se chargera de traduire du sanskrit en chinois. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.